Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal de ce mercredi 16 octobre 2019 dont voici les principaux titres. Un accord a été signé entre la police tanzanienne et la police burundaise, leur donnant le pouvoir de poursuivre des criminels dans l'un ou l'autre pays. Du côté de la classe politique burundaise, cette convention cache des non-dits, entre autres le rapatriement forcé des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Dans ce journal, vous allez suivre Frédéric Mvugiyumvira. La priorité du moment du gouvernement burundais n'est pas la femme rurale. Il est préoccupé par la crise politico-économique qui secoue le pays. Vous allez suivre dans ce journal Juliette Nijimbele, une des femmes luttant pour le retour de la paix au Burundi. Les détails de ce journal dans un instant. Page sécurité et coopération pour démarrer ce journal. Le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la Tanzanie ont signé un accord pour lutter contre les groupes de bandits qui volent à main armée dans les frontières des deux pays. Cet accord a été signé par Simon Siro, l'inspecteur général de la police tanzanienne, et Melchiad Lucheke, l'inspecteur général de la police burundaise. Le contenu de cet accord est de donner les informations sur la sécurité entre le Burundi et la Tanzanie, mais aussi échanger les bandits appréhendés dans les deux pays. Kwa tumefanya mkutano wetu na tumesaini wanasema. On a fait notre réunion, nous avons signé un document qui nous permettra de travailler ensemble et partageons les informations ainsi que les échanges des bandits. Nous avons signé ça. Vous tous qui sont ici, vous êtes des témoins. La ville de Kigoma, la ville de Kagera et une petite partie de la frontière. Nous avons remarqué qu'il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi les hauts gradés de la police de ces trois pays, nous nous sommes rencontrés pour discuter comment on peut mettre nos forces ensemble pour empêcher les bandits qui volent en utilisant les armes à feu. Premièrement, nous sommes convenus qu'il y a des bandits dans nos trois pays. Je dis encore une fois que dans la ville de Kigoma, Kagera, Mpanda, je parle aux citoyens tanzaniens que ces villes retrouveront la paix très prochainement, je vous assure. Nous demandons l'aide des citoyens tanzaniens, burundais, pour combattre à ces ennemis, empêcher ce petit groupe de bandits qui volent le peuple en utilisant les armes à feu. Je dis ça parce qu'il n'y aura pas de rancune en empêchant ces bandits qui continuent à perturber la sécurité des citoyens tanzaniens et les citoyens burundais. Je suis sûr qu'on va empêcher ces bandits à ne pas encore une fois déstabiliser le pays. Je suis sûr que chaque personne respecte la loi. Ce petit groupe de bandits qui se déguisent comme des réfugiés. Les réfugiés non reconnus qui perturbent la sécurité en Tanzanie et au Burundi. Qu'ils stoppent ça. S'ils aiment leur famille, qu'ils stoppent ça pour qu'ils deviennent des citoyens. S'ils n'arrêtent pas de voler ou tuer, on va les empêcher en utilisant la loi ou bien on va les tuer. Tutawashughulikia vizuri sana kwa mujibu wa sheria. Na mbaya zaidi wanaweza kupoteza maisha yao. Parlons toujours de la coopération entre le Burundi et la Tanzanie. Le récent accord de coopération entre la police burundaise et la police tanzanienne, autorisant ces deux polices à traverser les frontières pour aller chercher les malfaiteurs dans l'un ou l'autre pays, ne sont qu'une autre forme de la Tanzanie pour chasser par force les réfugiés burundais. C'est la réaction de Frédéric Mvugiyumvira, le vice-président de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, CEFOR. Pour lui, ces accords n'existent nulle part au moment où il existe Interpol, la police internationale, qui est chargée de traquer les malfaiteurs dans n'importe quel pays. Suivez-le. Ce qui est caché derrière ces accords, c'est que tout simplement, aujourd'hui, il se pose un problème au niveau de l'État du Burundi. Par rapport à la question des Burundais qui ont fui le pays vers la Tanzanie, la question se pose autrement que par rapport à l'histoire. De par l'histoire du Burundi, il y a eu des crises, c'est vrai, et il y a eu beaucoup de réfugiés qui ont migré vers la Tanzanie. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas pu étudier par rapport à d'autres pays, mais sinon, ils sont restés tranquilles là-bas. Maintenant, la différence de ce qui se passait naguère et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement tanzanien dirigé par le président Magufuli et celui du Burundi dirigé par Nkurunziza sont des gouvernements qui s'entendent sur le dos du réfugié en Tanzanie. Je crois que les malheurs qui frappent les Burundais réfugiés en Tanzanie ne sont pas forcément les malheurs qui frappent les Kenyans, qui frappent d'autres peuples qui ont fui là-bas. Non.
Je crois que les Burundais vivent une situation très très particulière parce que la Tanzanie a tout fait pour que ces réfugiés justement puissent rentrer chez eux pour essayer de couvrir justement la honte éprouvée par le gouvernement du Burundi et pour s'être méconduit en 2015 et cette méconduite a provoqué la crise politico-sociale que nous sommes en train d'observer maintenant. Pour lui, je souhaiterais qu'il n'y ait plus d'accusations comme quoi il y a des réfugiés. Comme le président Magufuli a visiblement s'est engagé à aider son confrère burundais, il a décidé justement de chasser ces Burundais. En réalité, la police Interpol est là pour ça. Chaque fois qu'il y a un criminel qui échappe à un pays pour se cacher dans un autre pays, c'est la police Interpol qui fait ce jeu et non pas une entente entre deux pays. Et donc, vous comprendrez que ça vise uniquement ces Burundais pour que les policiers burundais aillent traquer des Burundais qui ont réussi à fuir le pouvoir de Bujumbura. Et en page politique, l'appréciation de la situation du moment, 58 ans après l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance nationale, n'est pas la même pour la classe politique du Burundi. Les proches du CNDD-FDD sont satisfaits de la mise en application de l'héritage de Rwagasore, tandis que les upronistes de l'opposition regrettent que cet héritage soit loin d'être suivi par le régime du CNDD-FDD qui applique la politique de diviser les Burundais. Reportage Révérien Badzikamwe. Selon Jean-Dodier Moutabazi, président du parti Radebou proche du CNDD-FDD, c'est vrai qu'il faut revoir certaines choses, mais il affirme que l'héritage du prince Louis Rwagasore est respecté par le régime en place. Nous sommes conscients que nous devons changer certaines choses. De notre côté, comme nous qui avons fréquenté l'université, lorsque tu as une note de 14 sur 20, c'est déjà une note de la mention distinction. Oui, 14 sur 20. Cependant, le régime de Pierre Nkurunziza n'a pas ce souci de respecter l'héritage du prince Louis Rwagasore. Professeur Charles Nditige, président du parti Iprona de l'opposition, déplore les appellations divisionnistes. Il donne l'exemple des membres du CNDD-FDD qui sont appelés à Benegihugu pour dire que les autres sont des Burundais à moitié. Quand nous regardons ce qui se passe avec le pouvoir le parti au pouvoir semble penser que c'est le seul d'abord. Les membres du parti de DFDD sont des citoyens qui sont considérés comme ayant tous les droits, ce qu'ils appellent les Mugihugu, les propriétaires en quelque sorte du pays et à la mesure des citoyens de seconde zone qui n'ont droit à rien. Quand ils vont chercher de l'emploi, on vous demande qu'avez-vous fait pour le parti de DFDD, vraiment du type pour dire vous avez cotisé combien pour le parti. Les autres formations politiques sont interdites d'activité, leurs militants sont malmenés quand les partis ne sont pas positionnés. Aujourd'hui, la corruption gangrène sur le secteur de la vie nationale, la dilapidation des biens de l'État. Bref, on a comme l'impression quand on regarde le comportement, l'attitude des dirigeants de ce pays. Cela après la commémoration de 58 ans d'assassinat du prince Louis Rwagasore ce lundi passé. Le Burundi vit dans une crise politique depuis avril 2015, après que Pierre Nkurunziza ait décidé de briguer un troisième mandat, un mandat qui a connu des contestations de l'opposition politique burundaise et des organisations de la société civile. Le ministère de l'Intérieur vient de trancher le conflit de leadership au sein de l'Église adventiste du 7e jour du Burundi. C'est Joseph Ndikudiayo, le représentant légal déchu, qui reste reconnu par le ministère. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié, répondait aux questions orales à l'Assemblée nationale. L'Église adventiste du 7e jour au Burundi fait face à une crise profonde depuis novembre 2018. Deux pasteurs se disputent le leadership de cette Église. Le premier est l'ex-représentant légal Joseph Ndikudiayo, limogé par la division de l'Église d'Afrique centrale et orientale, mais qui a refusé d'obtempérer. Il a le soutien du ministre de l'Intérieur. Le second est le pasteur Lameke Barishinga, qui a été nommé pour remplacer Joseph Ndikudiayo, non encore reconnu par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié, devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, il n'y va pas par quatre chemins. Le représentant légal sortant reste provisoirement en exercice. Mu shingiro ry'abadventiste abajejwe division
Dans l'église adventiste, la hiérarchie de la division centrale et orientale ont annoncé qu'ils ont limogé le représentant légal avant la fin de son mandat. Puis il a porté plainte et nous nous sommes référés sur la loi régissant les confessions religieuses. Par après, on a vu que même dans la lettre de destitution, il n'y avait aucune charge contre lui. Nous avons décidé qu'il reste jusqu'à la fin de son mandat. Par après, nous avons été déçus de leur comportement. Nous nous sommes interrogeant si ces gens réellement sont-ils des serviteurs de Dieu ou pas. Ils se sont bagarrés d'une façon incroyable. L'Assemblée générale mondiale nous a écrit une lettre avec une copie pour information à la présidence. Ils sont venus, nous nous sommes parlé, on s'est mis d'accord. Après leur retour chez eux, ils nous ont écrit une lettre différente de tout ce qu'on s'était convenu. Et ils ont encore donné la copie pour information à la présidence de la République. Nous avons remarqué que ces gens ne sont pas coopératifs. Après avoir vu tout ça, nous avons pris la décision que le représentant légal de cette église reste provisoirement. Donc, ne croyez pas que c'est le ministre qui a voulu nommer un représentant légal de son choix. C'est pas vrai. Que cette église soit dirigée avec la mère Joseph, ça m'est égal. Cette crise au sein de l'église adventiste du 7e jour a déjà été la cause de la violence à Buganda dans la province de Chibitoki, à Ngozi et à Muyinga. Joseph Ndikudiayo est aussi accusé par son église d'avoir détourné des fonds et d'avoir accepté d'être nommé en 2016 au Conseil national de sécurité au Burundi. Selon les responsables adventistes, une telle nomination est contraire à la doctrine de l'église. Et en page société, la femme rurale burundaise n'a aucune chance pour le moment de bénéficier de protection de la part du gouvernement qui connaît pas mal de problèmes socio-politico-économiques. C'est le regret de Juliette Nejimbere, l'une des femmes éprises de paix. Elle indique que le discours prononcé par le ministre à l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme rurale ne sont que des écrits trouvés sur l'Internet, mais qui ne peuvent pas être exécutés. Suivez. Je voudrais préciser que pouvoir autonomiser la femme, ce n'est pas chose facile, et surtout la femme rurale burundaise, dont la seule richesse est la terre. Et la terre, on sait très bien, tout le monde le sait, il n'y a aucune loi pour le moment qui permet à la femme rurale d'hériter, même toute femme, toute jeune fille, d'hériter les terres de ses parents. Et du coup, j'aimerais savoir par quels moyens ce ministre va pouvoir autonomiser la femme rurale, qui n'a rien d'autre que cela. Ensuite, il a parlé de l'égalité du genre. Il n'y a pas d'égalité du genre à partir du moment où on discrimine la femme sur l'accès aux terres. Il a parlé également de l'amélioration des services de santé de la mère et de l'enfant. Mais on sait très bien que les maladies liées à la malnutrition, par exemple, des maladies liées à la pauvreté, à tout ce qui peut toucher la femme rurale, sévissent encore au Burundi, rendent les mères sans enfants, rendent les mères même peuvent perdre leur mari. Donc, et il a parlé aussi de la protection sociale. La protection sociale, ça s'entend l'avenir de la femme rurale, le présent de la femme rurale, ça s'entend la mère qui est protégée pendant qu'elle porte son enfant, la mère qui peut prétendre avoir des avantages lorsque l'enfant est né, et l'enfant qui peut prétendre aussi avoir accès aux soins médicaux aussi bien que la maman. Tout cela n'existe pas. On sait très bien que les hôpitaux ne sont pas équipés pour le moment pour pouvoir protéger la mère et l'enfant, et encore moins la mère et l'enfant rural. Tout cela, ce sont des mots, ce sont des paroles, ce sont des slogans que le ministre a lus ou a été cherché sur Internet. Ça s'écrit, tout le monde écrit ça. Et c'est beau à dire, c'est beau à entendre, mais ils n'ont aucun moyen pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'il vient de prononcer aujourd'hui, et surtout que l'insécurité est là et que les gens continuent à fuir, continuent à mourir, continuent à être emprisonnés. Et en page économie, le gouvernement du Burundi fait une redynamisation dans le secteur du café où ce secteur était privatisé. Deogide Rurema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, dit qu'ils vont collaborer avec les agronomes et les responsables du secteur agricole et élevage dans les provinces pour faire un appel aux caféiculteurs de travailler ensemble pour que le café puisse avoir un bon goût. Suivez Deogide Rurema.
Un rapport d'un expert de la Banque mondiale, les rapports des cadres du gouvernement ont tous montré qu'il y a des défis liés au non-paiement des caféiculteurs. Et nous avons vu qu'il y a eu création des structures dont la réglementation n'a pas été analysée profondément. Et vous voyez qu'il y a aussi le problème de nos rapatriements de devises. Alors, tous ces rapports ont montré qu'il faut réorganiser ce secteur café. C'est à base de ces rapports que nous avons présenté en Conseil des ministres une stratégie de redynamisation et de réengagement du gouvernement dans ce secteur. Premier défi qui est très parlant, il n'est pas explicable de voir que le ministère en charge de l'agriculture n'a pas un œil ou ne joue aucun rôle sur l'encadrement des caféiculteurs. Et alors ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des structures réalistes où le gouvernement va y contribuer énormément. Et c'est considérant tous ces défis que nous allons mettre en place des structures solides. Et là, nous allons faire appel à des experts au moment opportun pour qu'ils puissent venir contribuer. Ce sont des agronomes comme tant d'autres. Ils pourront être reversés ou recrutés dans ces structures qui seront des structures réalistes et concrètes. Hors de nos frontières pour clore ce journal, Paul Kagame, président du Rwanda, est en sa première visite en Centrafrique ce mardi depuis l'élection de Faustin Archange Touadéra comme président de la République centrafricaine. Dans son discours, le président du Rwanda a dit que l'objectif de sa visite est de renforcer la coopération entre les deux pays et les accords bilatéraux. Suivez le chef d'État rwandais. This occasion marks a new chapter. C'est une belle occasion de renouveler la coopération entre le Rwanda et la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous venons de signer des accords très importants qui vont permettre à consolider notre œuvre. Nos pays ont connu une histoire très mauvaise, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il n'y a aucun pays qui peut continuer à se voir dans cette image qui rappelle l'histoire. Chaque fois, il y a les moments de choix nouveaux, tout en travaillant ensemble pour construire le futur où chaque citoyen a sa valeur qu'il mérite. La vraie politique, c'est une politique qui met ensemble la population dans le but du bien-être au lieu de la diviser. Au Rwanda, nous avons beaucoup à faire pour que notre pays aille loin dans sa destination. Le changement du bien-être de la population est un long voyage. Ce qui est nécessaire, il suffit d'être ensemble et de se donner un temps convenable. Nous espérons sans doute qu'à travers la coopération entre les Africains et nos idées, nous réussirons. Le voyage des Rwandais a été soutenu par nos sœurs africaines et les autres amis. Il est très important pour le Rwanda de partager avec les autres ce que nous avons comme connaissance avec notre expérience partout où il est nécessaire. Je termine en remerciant le président et le peuple centrafricain pour ce pas franchi pour amener la paix et la réconciliation. For the steps taken thus far toward peace and reconciliation. Et voilà, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.